Salut tout le monde, bah écoutez, première vidéo de ma chaîne. Donc je vais essayer de vous faire des petites reviews, unboxing, etc. sur du matériel que je reçois. Donc aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing de la Lux V2. Donc il y en a probablement beaucoup qui connaissent la version 1, qui, euh, qui avait quand même pas mal de problèmes avec son gyro, qui était connu pour être assez sensible. Donc, bah écoutez, j'ai décidé de prendre la V2 pour la tester et voir si c'était mieux. Bon, normalement, il n'y a pas de raison, hein, le MPU 6000 en SPI est assez connu pour être stable, beaucoup moins sensible que les autres, notamment que les MP 6500 et 6050. Donc, ben, c'est parti, unboxing de la Lux V2. Donc, vous allez la recevoir dans une petite boîte comme ça, enfin, vous allez la recevoir si vous décidez de la commander. Donc, bon, voilà, c'est un packaging assez simple, hein. Euh, Hop, on ouvre, donc comment c'est présenté? Bon, il n'y a vraiment pas grand chose dans la boîte, hein. Donc bah voilà, il y a le contrôleur de vol qui est présenté dans un petit papier bulle comme ça. Et des petits pins à souder, donc c'est des rangées de deux, hein. On voit, je sais pas combien il y en a dans la longueur, 3, 6, 7. Donc je suppose que c'est pour les souder sur le côté de la carte. Et donc voilà, il n'y a rien d'autre, hein. Il y a juste une mousse de protection qui sert pas à grand chose, mais voilà, ça a le mérite d'être là. Donc, la carte. Donc, bah, première chose qui m'a étonné, c'est qu'elle est très très petite par rapport à celle que j'ai eue avant, notamment les X-Racer, la Combini. Bon, la Combini c'est différent, c'est un tout intégré, mais voilà, elle est vraiment pas épaisse, il n'y a pas beaucoup de composants qui dépassent. Donc, je vous fais voir. Donc, en gros, hein, c'est assez simple. Il y a le microprocesseur au milieu, le gyro qui se trouve juste ici. Donc, voilà, un petit bouton de boot qui est pas mal. C'est quand même sympa plutôt que d'avoir à souder des fils sur deux trous sur le PCB. Et gros avantage de cette carte, on retrouve derrière un port micro SD pour pouvoir enregistrer les données de la black box. Donc pas besoin de s'embêter avec le chipset, la mémoire flash interne, pardon. On peut mettre directement une SD avec la capacité qu'on veut et tout est enregistré là-dessus. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Et voilà, vous voyez que même avec le port SD, c'est vraiment pas très très épais, hein. Donc assez impressionné là-dessus, la carte est vraiment toute petite. Donc voilà. Donc on va se retrouver après, je vous reprends tout de suite, je démarre l'ordinateur, on va regarder un petit peu les nouveautés qu'il y a sur cette carte, et puis on va regarder un petit peu le schéma de branchement, voir comment c'est fait. A tout de suite. Donc on se retrouve sur l'ordinateur, j'ai téléchargé le guide de démarrage de la carte. Donc ben, on va en faire vite fait le tour, hein. On va pas y passer des heures parce que c'est pas plus intéressant que ça, après c'est un setup assez classique, hein. Donc on a des petits jumpers qui permettent de sélectionner le voltage pour le récepteur radio. Donc je vais vous le montrer, hein, c'est tout bête. C'est ces tout petits récepteurs. Alors, attendez, je vais prendre quelque chose. C'est ces tout petits pins là qu'on voit ici. Alors je sais pas si vous allez les voir correctement, mais c'est ceux-là. Ces trois petits pins là. Voilà, donc en gros avec ça vous pouvez choisir entre 3 et 5 volts, si j'ai bien compris. Bon, oui, c'est ça, c'est écrit. Vous pouvez connecter la batterie en direct, hein, donc 2 à 6S, ça j'en ai déjà parlé. Les sorties pour les ESC, donc le signal plus la masse, un UART dédié pour le radio, et après bon, le setup software c'est pour Betaflight. Donc voilà un petit descriptif vite fait, on a le bouton boot, les diètes de statut, l'emplacement des différents composants, ça supporte le D-Shot, donc ça c'est pas mal, hein, sur des ESC qui le supportent aussi, c'est plutôt cool. Moi je pense que je vais le monter en D-Shot 600 aussi. Le MPU 6000 en SPI, donc ça c'est bien, on va pouvoir faire du 8 kHz. Entrée 5 à 22 volts, ok, donc ça c'est pour la lipo. Et en sortie 5 volts 1 ampère, ou 3 volts 1 ampère par le pad 5 si c'est configuré comme ça. Ok.
Donc là on a un petit peu le descriptif des différentes sorties qui sont dispo sur la carte. Donc la sortie 5, l'UART 5, donc vous verrez tout à l'heure je vais vous montrer la config dans Betaflight, je vais flasher la dernière version, si je me trompe pas la RC7, voilà, qui est sortie aujourd'hui là, hein, enfin à peine. Oui si aujourd'hui, il y a 18 h. Donc vous verrez on a vraiment 5 ports UART dispo sur la carte. Donc là visiblement le 5 et le petit pad qui se trouve ici est dédié pour la télémétrie. Donc ça c'est pas mal, hein, si vous avez des radios FR Sky ou autres, vous pouvez, qui supportent la télémétrie, vous allez pouvoir le brancher directement. C'est un peu ce qui me gêne aujourd'hui avec les cartes en F4, à part la Raceflight Revolt qui le supporte et qui a un inverseur au niveau de la télémétrie, mais sinon vous êtes pour les processeurs de FR Sky comme moi, vous êtes obligé de faire un petit hack sur le récepteur pour se brancher avant l'inverseur. Donc c'est super simple à faire, il n'y a pas de problème, mais c'est chiant. Donc voilà, bon bah après c'est les sorties classiques, hein, le ground et le signal pour les ESC, ça c'est pour la radio, les trois sorties ici, donc le S-Bus, le 5 volts et le ground, là c'est le buzzer, un autre ESC, pareil ici, un autre ESC, donc je sais pas si vous avez vu, hein, il y a les numéros pour les ESC, 1, 2, 3, 4, donc ça je pense qu'il faut les respecter. Ça c'est une autre sortie UART, hein, donc un TX1 RX2 disponible, une sortie 5 volts et une masse, un UART 1, donc ça je pense que bon il n'y a rien de spécial là-dessus, c'est lequel, c'est UART 1 put, donc voilà, hein, c'est juste une sorte, c'est juste le TX de UART, et le SC. De l'autre côté, plus ou moins la même chose, hein, les masses pour les ESC. Ok, donc en fait on peut les choisir de les brancher ou au-dessus ou en bas. Ok. Ensuite, le TX3, hein, TX RX3, encore du 5 volts et une masse. L'UART 1, donc c'est le même que l'autre côté, mais cette fois le RX. ESC. Ah, ok, donc la batterie, la masse de la batterie et un capteur de courant si vous en possédez un sur la PDB ou un capteur de courant externe. Vous pouvez le brancher directement ici. Le RSSI, donc ça c'est bien pour la puissance radio. Un branchement directement pour les diodes. Donc ça c'est sympa aussi. Donc voilà un peu pour les caractéristiques, hein. Bon c'est assez standard à part que ça supporte vraiment tout de base quoi, hein. Les diodes, le S-Bus, voilà un F3, une carte avec un processeur F3 qui est relativement bien conçu, il me semble, à voir à l'utilisation, mais ça me paraît pas mal. Ok, donc écoutez, je vais télécharger la dernière release de Betaflight pour la Lux, et puis on va la flasher en direct. Donc si je me plante pas, c'est Lux V2. Ok. Donc je vais démarrer Betaflight. Je vais brancher la carte. Je sais pas où je peux vous la mettre pour que vous voyez. Bon après il n'y a rien de bien intéressant, hein. C'est juste une carte. Voilà, allez, je vais la bloquer avec un petit moteur lumineux qui viendra sur mon build qui devrait arriver ce week-end, dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Donc on se connecte. Donc c'est déjà flashé avec Betaflight 3.1. Alors je ne sais pas quelle release. Ok, donc on va aller là. On va faire un chip. Ok, normalement on n'a pas besoin de changer le reste. Hop. Et on flash. Ok,
C'est marrant, il n'y a pas de diode qui clignote, il n'y a rien. Donc il passe en DFU tout seul, hein, donc il n'y a pas besoin de faire d'autres manips, hein. Vous chargez le firmware, vous flashez. Et voilà, donc là je pense que maintenant on peut se connecter. Et on est à la dernière version. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les ports UART. Donc là vous voyez qu'il y en a vraiment 5, hein. Il y en a 5 qui sont définis de base. Alors je vous ai pas montré tout à l'heure, mais par défaut c'était pas comme ça dans le firmware qu'il y a de base dedans. En tout cas celui que moi j'avais. Le RX n'était pas activé, le MSP était activé ici. Donc bon, ça change rien puisque de toute façon le MSP ici n'est pas lié à l'USB puisque l'USB a son entrée spécifique. Donc le MSP, bah, c'est si vous branchez quelque chose qui supporte, hein, donc un OSD ou je ne sais quoi d'autre qui supporte le multi-WI protocole. Donc voilà, donc on va faire un petit tour voir la config. Bon, bah, c'est la config classique de Betaflight, hein. Là, je pense. La télémétrie est activée par défaut, la black box aussi. D'ailleurs, voyons voir la black box. Donc très bien, elle est configurée sur le onboard SD card slot. De base, 2 kHz. Alors 2 kHz, ça me paraît beaucoup. Moi, je vais le passer à 1. Ah, c'est bizarre, il s'est pas reconnecté automatiquement. Ah, c'est bizarre. Bon, écoutez, pas trop compris ce qui s'était passé. Ok. Et puis bah, le reste, hein, de toute façon, je pense que ce sera fait. Ah, donc là, dans la dernière release, ils ont activé le D-Shot 1200. Et d'ailleurs, il me semblait avoir vu qu'il y avait le 900. Alors, je sais pas si c'est un oubli ou si de toute façon on passe direct au 1200. Je sais pas. Alors, il faudra regarder. Mais il me semblait avoir vu dans les release logs de Betaflight qu'il y avait un D-Shot 900 qui était possible aussi. Bon, écoutez, on verra bien. Moi, je vais le mettre en D-Shot 600 parce que. Non, je vais pas le mettre en D-Shot 600 parce que sinon je pourrais pas flasher mes ESC. Donc, je vais le laisser en one shot pour le moment. Et puis, ce sera bien. Je vais pas me pas sauvegarder. Le failsafe, ok. Les modes, bon, bah écoutez, on verra pour le reste. Alors, voyons voir le gyro, qu'on regarde un peu comment ça se passe. Donc, il est par défaut à 8 kg. Voilà, on a un CPU qui est déjà à 17%. Alors, comment ça se fait? Parce qu'on a le black box activé. Non. Ça, c'est bizarre. Marqué, non, c'est sûrement normal en fait, hein, sur une F3. Ça fait un petit moment que je suis passé sur la. J'avais une F4. Là, j'ai repris cette carte pour la tester parce qu'elle me paraissait bien. Et puis, la F4, à vrai dire, j'en vois pas trop l'utilité. Donc, c'est peut-être normal. Je vais essayer de passer le PID loop à 4 kg, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a encore un cycle time qui tient la route? Ah, bah voilà. Donc, les optimes de code de Betaflight semblent avoir porté leurs fruits. Ah, bah non, il l'a pas pris en compte. Ah ah. Pourquoi? Ok. Alors en fait, c'est juste parce que c'est limité par le protocole. Donc admettons que je me mette en multi-shot pour voir. Si on passe à 4 kg, je sais. Ok, donc là on est bien à 4 kg et on est à 20%. Bon, écoutez, c'est relativement bien.
Faut pas monter beaucoup au-dessus, il faut essayons de passer à 8,8. 34. Ouais, ça peut passer vraiment en désactivant l'accéléromètre. 22, et ben voilà. Donc sans accéléro, on peut passer en 8.8 tranquillement. Mais je pense que même avec les optimisations de code qui ont été faites, si on en croit un petit peu les wikis, etc., le 30% devrait pas être plus gênant que ça, hein. C'est-à-dire qu'avant, quand on était au-dessus de 25, on pouvait avoir des pics à 100% et du coup, la FC buguait complètement. Sur les dernières releases, enfin en tout cas sur la 3.1, justement, ce qui était vanté, c'est qu'il y a eu des optimisations de code qui ont été faites. Donc que potentiellement on peut monter un pourcentage de charge du CPU un peu plus élevé et qu'il n'y aura pas trop de problèmes en vol. Donc bah écoutez, je pense que je vais tester ça, hein, je verrai après et puis voilà. Bon bah écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, ce week-end je vais recevoir une nouvelle frame. Donc là je me suis commandé des petits moteurs Lumenier que j'ai eu sur le coin-coin, hein, il y en a beaucoup qui connaissent. Donc bon, c'est pas les tout derniers, hein, c'est des 220611, les 2350 kV, mais qui sont très bien pour le freestyle. Et je vais donc recevoir une frame de chez Pirate Frames, donc des mecs qui font des Français, qui ont fait deux frames. Donc ils ont fait la Pirate V1 qui est en V.1.1 maintenant, en 250 ou 240 mm, je me souviens plus, peut-être 240. Et ils ont sorti une frame récemment que je vais vous montrer, euh, qui est la Sloop V1, qui est celle-ci. Donc voilà, en 225 mm, une bottom plate de 4 mm, donc qui m'avait l'air assez sympa. Donc bah écoutez, j'ai décidé de monter un petit build dessus pour voir ce que ça donne. Donc j'ai hâte de la recevoir, j'espère qu'ils vont me l'envoyer. Elle devrait peut-être partir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Donc j'espère l'avoir avant le week-end, là on est mercredi, pour pouvoir faire un petit build et une petite review ce week-end, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé une review sur cette frame quand je l'aurai. Donc je ferai, je pense, un petit unboxing, peut-être un log du build, à voir. Je verrai ce que je fais. Et puis j'essaierai de faire une review une fois que j'aurai volé avec. Donc voilà, bah écoutez, je pense que la vidéo était un peu longue, je sais pas combien de temps elle a duré exactement, 15 minutes, 15-20 minutes. Donc ça doit pas être terrible, c'est ma première vidéo, donc soyez un peu indulgents. S'il y a des choses que vous voulez savoir en plus sur le Lux V2, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous mettrai un lien vers le site de Pirate Frame, même si vous voyez là, parce qu'ils sont... Leurs frames ont l'air vraiment cool. N'hésitez pas à aller leur parler sur Facebook, ils sont vraiment sympas. J'ai eu plusieurs échanges avec eux, ça s'est très bien passé, ils sont vraiment ultra cool, donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!